Premièrement, c'est un nouveau vaisseau. Donc, SpaceX doit passer à travers cette phase critique de son premier amérissage habité pour pouvoir faire certifier sa capsule. C'est la dernière phase de certification. Et puis, donc ça, c'est la première étape de la réponse, mais aussi, la procédure a changé. Je me souviens, dans le temps des missions Apollo, là où après ça, on a arrêté les amérissages. La dernière amérissage, c'était en 75. La capsule amérissait, puis on allait chercher les astronautes directement avec un petit radeau. On ouvrait la capsule, on les sortait. Là, la procédure est différente. Alors, on va envoyer 2 petits bateaux, un pour aller chercher les parachutes qui vont s'être détachés et un pour aller voir qu'il n'y a pas de résidus ou de vapeur de carburant encore présente. Et ensuite de ça, on remorque carrément la capsule avec les astronautes dedans. On la met sur le vaisseau principal de récupération. On la stabilise et c'est là qu'on va ouvrir l'écoutille pour aller chercher les astronautes. Okay. Donc, c'est une nouvelle procédure. Alors que, bon, on voit là que les parachutes se sont déployés comme prévu. Oui. Et pourquoi cette pratique-là, d'ailleurs, a été abandonnée pendant aussi longtemps? C'est parce qu'on voulait... Oui, la NASA voulait avoir un vaisseau complètement réutilisable. Hein? La navette, on la surnommait le camion de l'espace. C'est pas très poétique, mais c'était pour dire qu'on voulait y aller souvent. Il fallait que ça soit réutilisable. Alors, le prototype, si vous voulez, ou le modèle de la navette spatiale atterrissait comme un avion au sol. Puis donc, on a fait voler la navette spatiale pendant 35 ans. Ensuite de ça, il y a la période de 10 ans où on était en développement, si vous voulez, de ces nouveaux vaisseaux spatiaux du côté des États-Unis. Donc, on atterrissait sur Terre avec les Soyouz. Les Soyouz, en Russie, là, ils ont beaucoup plus de désert que d'eau à proximité. Donc, ils atterrissent au sol. Ouais. Et puis donc, oui. Et bon, alors que l'on voit ces images en direct, là, donc tout semble se dérouler comme prévu, là. Oui. Alors là, on est en train de ralentir la capsule. On a vu les 2 parachutes principaux s'ouvrir pour ralentir la capsule jusqu'à à peu près là, à peu près 200 km/h, un peu moins. Ensuite de ça, ces 4 parachutes-là peuvent s'ouvrir, les 4 parachutes principaux. Puis, ils vont permettre de ralentir la capsule jusqu'à environ 24-25 km/h. Et puis là, c'est là que ça va toucher l'eau. Et quel peut être le délai, Madame Limoges, entre le moment où la capsule touche l'eau et le moment où les astronautes sortent de cette capsule, sont secourus en fait par les navires qui viennent les récupérer? Ça dépend toujours de la précision avec laquelle on atterrit. S'ils atterrissent au point prévu, il y a des bateaux qui sont à peine à une vingtaine de milles nautiques qui vont aller les chercher assez rapidement. Puis le temps de faire toute la procédure que je vous ai expliquée tout à l'heure, ça pourrait prendre environ 45 minutes à 1 heure. Ça, c'est s'ils tombent à l'endroit prévu. Ouais. C'est assez rapide. On l'a mentionné au cours des dernières heures, c'est le retour un peu des Américains sur la scène spatiale internationale. C'est la première fois en près de 10 ans, qu'ils font l'aller-retour à la Station spatiale internationale par eux-mêmes à bord d'un vaisseau américain. Quelle est l'importance de cette mission? L'importance de la mission, c'est du point de vue américain, c'est l'autonomie. On n'a plus besoin de compter sur nos partenaires en Russie pour amener nos astronautes dans l'espace. On sauve beaucoup de temps et d'argent en entraînement aussi parce qu'on peut les entraîner aux États-Unis. Comme David Saint-Jacques, les astronautes qui doivent piloter le Soyouz doivent aller s'entraîner en Russie. Ça fait beaucoup de déplacements. Puis, d'un point de vue strictement scientifique, c'est l'accélération de la science parce que, vous savez, cette capsule-là, on peut emmener 4 astronautes à la fois. Ça veut dire que plutôt qu'envoyer 1 ou 2 astronautes américains, on peut non seulement multiplier les vols parce que c'est moins cher, mais on peut aussi emmener plus de gens dans l'espace. Plus il y a d'astronautes dans la station spatiale, plus on fait de science, plus on progresse vite. Donc, les mêmes objectifs qui étaient visés là, avec les navettes spatiales à l'époque. Alors que l'on voit ces images, ma foi, spectaculaires de la capsule qui a améri avec succès donc, dans le golfe du Mexique. On voit un navire qui s'approche pour aller récupérer les astronautes. Alors, c'est réussi, Madame Limoges. Oui, très, très heureuse pour SpaceX, très heureuse parce que, comme je vous l'ai dit, c'était la phase finale pour passer la certification. Ça veut probablement dire, on va attendre qu'ils aient tout analysé, les systèmes dans la capsule, mais ça veut dire qu'il y a 4 astronautes qui vont pouvoir partir pour le premier
vrai vol commercial de SpaceX. Ça, c'est un vol test. Ça veut probablement dire que les vols commerciaux vont continuer pour vrai. Vous y avez fait allusion. Donc, en 2011, sous l'administration Obama, la NASA a mis fin aux navettes spatiales. Elle s'est tournée vers des entreprises privées pour leur demander de développer un taxi spatial qui pouvait emmener des Américains à la Station spatiale internationale. SpaceX a été la première à y arriver, mais est-ce que SpaceX représente pour autant l'avenir du programme spatial américain? Bien, ils ont une longueur d'avance, ça c'est certain. Il y a aussi Boeing qui a eu le même type de contrat. Donc, on a engagé SpaceX et Boeing pour développer leur propre technologie, trouver leurs propres idées, plutôt que la NASA soit celle qui développe puis qui fait construire à l'externe, comme pour les vols précédents. On leur a complètement juste donné le mandat pour qu'ils puissent innover à leur rythme, puis selon leurs propres idées, ce qui a donné naissance aux vaisseaux de plus en plus réutilisables de SpaceX. Boeing a le même mandat. Le mandat de faire du ravitaillement à la station spatiale et de construire une capsule réutilisable. Se pencher sur les nouveaux scaphandres aussi, mais ils ont du retard. Donc, en ce moment, c'est vraiment SpaceX le leader des vols commerciaux. Et puis, ben, vous savez, hein, une fois qu'ils ont livré leur partie du contrat à la NASA, ils vont utiliser cette technologie-là et c'est avoué sur leur site Web. Ils veulent emmener des touristes vers la Lune. Et si, ça pourrait être assez rapide s'ils continuent à accumuler des beaux succès comme celui-ci. Oui, donc vous parliez de vols commerciaux, c'est probablement la prochaine étape là, pour SpaceX. Quel est l'échéancier? L'échéancier pour le voyage à la Lune ou pour les voyages à la station spatiale? Pour les voyages vers la Lune, donc de SpaceX. Bien, c'est sûr qu'ils doivent avoir fini avec la NASA avant, là, mais on parlait de fin 2020, début 2030. C'est assez rapide. Mais vous parliez donc de vols commerciaux vers la Station spatiale internationale, donc qui pourraient se réaliser dans les prochaines années. Dans les prochains mois, le prochain vol de SpaceX serait donc habité avec 4 astronautes. Et il y a un astronaute français, je crois, qui a annoncé cette semaine. Oui, qu'il allait être du prochain vol de SpaceX au printemps 2021. OK, moi, ce que j'avais vu, c'est que c'est un astronaute japonais, mais peut-être que mes informations ne sont pas à jour. Mais oui, en effet, il y aura un membre international, ça, on s'entend là-dessus, puis 3 Américains. Alors, bon, c'est un succès sur toute la ligne. Donc, pour vous, cette mission de SpaceX, ces 2 astronautes qui étaient partis le 30 mai de Cap Canaveral? Bien, c'est certain qu'on a hâte qu'ils ouvrent la capsule pour voir si les astronautes sont en bonne santé. Mais oui, tout s'est bien passé. Ils ont resté 62 jours dans l'espace, 4 marches dans l'espace pour Bob Behnken. Il est entré dans le groupe des 10 marches dans l'espace, les astronautes qui ont fait 10 marches dans l'espace. Doug Hurley a manipulé le bras canadien. Ils ont participé. Pour moi, le succès de la mission, bon, il y a la partie test là, dont on parle, puis pour faire accréditer la capsule, mais il y a aussi, ce sont des astronautes, c'est des vétérans, ils sont astronautes depuis 2000, ils ont pu prendre part à la mission comme n'importe quel astronaute. Ils sont entrés, ils ont participé à la recherche scientifique et aux marches dans l'espace. Et puis, c'est ça qui est agréable, c'est on a trouvé un nouveau moyen d'accélérer les vols dans l'espace de manière tout à fait intégrée au programme d'exploration spatiale en cours. Oui, comme vous nous l'avez dit, ce que les Américains vont y gagner, au fond, c'est de l'indépendance, des vols plus réguliers vers la Station spatiale internationale, alors que l'on voit les navires qui s'approchent de la capsule Crew Dragon. Et en terminant, Mme Limoges, que dire de l'avenir de la relation entre les Américains et les Russes qui collaboraient depuis 10 ans pour envoyer des astronautes à la Station spatiale? Bien, vous savez, on doit quand même continuer à bien collaborer ensemble parce que on a cette maison-là dans l'espace qui est la Station spatiale et c'est un lieu international. Donc, les Américains et les Russes vont devoir continuer à collaborer comme les autres nations, comme le Canada, le Japon, l'Union européenne. Puis on va devoir continuer à apprendre quand même le russe pour les Américains si on veut être capable d'avoir des bonnes relations. Donc, je pense pas que ça va faire un froid. Puis, vous savez, on voit de plus en plus là, de collaboration à l'international dans l'espace. Récemment, la NASA a annoncé qu'il s'associait à l'Agence spatiale européenne pour le retour des échantillons à partir de la planète Mars. Donc, qui sait comment la prochaine collaboration avec les pays va prendre forme?